à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Nous reviendrons sur la dernière conférence de l'AMCA sur le thème de défendre le patrimoine avec Mounir Bouchnaki, l'ancien sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO. Nous ferons plus ample connaissance avec Romain Laneri, le jeune monégasque influenceur est suivi par plus d'1 million d'abonnés sur Internet. Retour sur la success story d'un établissement bien connu sur le quai Antoine Ier, le quai des artistes. Et puis nous prendrons un peu de hauteur en vous emmenant à bord d'une montgolfière à découvrir dans notre Focus Info en fin de journal. L'association monégasque pour la connaissance des arts a organisé hier sa toute première conférence de l'année avec pour invité l'ancien sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO. Mounir Bouchnaki a abordé le thème de la défense du patrimoine, le reportage d'Alexandra Pani. Palmyre, Raqqa, Nivin ou encore les Bouddhas de Bamiyan, des traces de l'histoire et de la culture perdues pour toujours. Ces destructions ont des conséquences considérables pour le patrimoine, dues aux catastrophes naturelles, mais plus généralement aux conflits armés ou encore à des actes terroristes. Les institutions internationales développent aujourd'hui des stratégies de protection préventive de sauvegarde du patrimoine. Mounir Bouchnaki, conseiller spécial à l'UNESCO et à l'ICROM, a dédié une grande partie de sa carrière à la protection de ces biens culturels. Sur le plan théorique, l'UNESCO avait établi toute une série de textes normatifs, des textes de conventions internationales, qui normalement devaient prévenir ce genre de phénomène. Mais ces textes, quand ils ont été écrits, et notamment la première convention de l'UNESCO sur les questions de patrimoine, c'était la Convention de La Haye de 1954. Elle a été écrite par des experts en droit, des juristes, qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale, qui était une guerre classique. Les guerres que nous avons vues, et je viens d'en citer quelques-unes, Liban, Bosnie, Afghanistan, Cambodge, Irak, Syrie, ce sont des guerres internes. Ce ne sont pas deux États qui s'affrontent. Quand les États s'affrontaient, bien sûr, les désastres terribles, mais il y avait une loi de la guerre. Avec les guerres que nous avons vécues et que nous vivons jusqu'à maintenant, il n'y a plus aucun contrôle. Le cas de la ville de Mossoul en Irak est un exemple de ce type de destruction intentionnelle. Choisie en 2014 comme capitale de l'État islamique, la vieille ville a été totalement détruite et c'est ici qu'était concentrée la majeure partie du patrimoine culturel. Nous avons à la fois une destruction énorme qui ressemble un peu à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une ville entièrement détruite, comme Varsovie, comme Dresde, comme Coventry. Dans ces guerres que nous avons vues, il y a, bien sûr, comme je l'ai dit, d'abord l'aspect humain, tragédie. Mais il y a aussi tout le vol d'objets que les terroristes, les groupes extrémistes, ont appris à utiliser pour avoir des ressources. On a, grâce à des réunions que nous avons faites avec Interpol, avec un certain nombre de pays qui sont évidemment intéressés à éviter ces sorties d'objets, on a vu que les extrémistes utilisent les objets d'art et qu'ensuite on les retrouve sur les marchés. La Convention de 1970 de l'UNESCO permet justement de lutter contre ce trafic d'objets. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir s'il faut reconstruire ces biens ou laisser les ruines comme témoignage. Comment l'esprit des lieux peut être conservé, garder une mémoire de ce qu'il s'est passé tout en donnant un espoir pour le futur. Les 10e rencontres internationales Monaco et la Méditerranée se tiendront les 12 et 13 mars prochains au musée océanographique, autour justement du thème « Agir pour le patrimoine ». Le reste de l'actualité en principauté, c'est également ces informations en bref et en images. Isabelle Bonal, directeure de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a reçu ce mercredi les insignes de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Il s'agit de la plus haute distinction française. La cérémonie s'est déroulée au lycée technique et hôtelier en présence du souverain et de nombreuses personnalités. Vous le voyez sur ces images.
Comme l'an dernier, la mairie de Monaco, en partenariat avec la société monégasque d'assainissement, ont mis à disposition 11 déposes sapins répartis sur l'ensemble du territoire de la principauté. Sachez que ces derniers sont accessibles jusqu'au 31 janvier prochain. Partons à la rencontre d'un monégasque qui fait le buzz sur Internet. Il s'appelle Romain Laneri, il est influenceur et il est suivi par plus d'1 million de personnes sur Internet. Son portrait est signé Crisinda Tomel. Romain Laneri a grandi à Monaco et a été attiré dès son plus jeune âge par le monde de la magie, des modèles réduits radio-télécommandés et puis par l'univers de la photographie. Pour en apprendre davantage sur cette dernière passion, le jeune homme, alors âgé de 13 ans seulement, se tourne vers Internet et face au manque d'informations sur la toile, Romain décide à son tour d'apporter des astuces et des informations par le biais de vidéos en créant sa propre chaîne YouTube. 10 ans plus tard, le jeune influenceur compte aujourd'hui plus de 1 million d'abonnés sur sa chaîne Tech News and Test, son credo, les nouvelles technologies. Dans un premier temps, vraiment, ce qui va me toucher ou ce qui va m'intéresser, si demain je présentais des produits juste pour être dans l'actualité comme le fait un journaliste, c'est là où c'est vraiment totalement différent d'un journaliste. Je n'ai pas pour but de tout tester et de rendre mon avis sur tout. Moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer des vidéos sur ce qui me plaît et ce qui me touche. Donc je vais surtout jouer entre l'actualité et ce qui me plaît. Donc les voitures hybrides, les voitures 100% électriques, la technologie qui est embarquée dedans. Où est-ce que les constructeurs peuvent évoluer aussi dans ces thématiques-là et aussi dépendant des salons. Il y a des salons de nouvelles technologies comme à Las Vegas où je vais me rendre aussi cette année pour créer des vidéos dessus. Je vais pouvoir découvrir une immensité de produits. Après, à moi de faire le choix sur ce qui va pouvoir toucher ma communauté, ce qui va me plaire pour garder mon côté authentique, pour pouvoir créer ces vidéos. Et si grâce à ces vidéos, le jeune homme est aujourd'hui célèbre sur la toile et réunit une importante communauté de passionnés, il garde néanmoins les pieds sur terre. Aujourd'hui, réaliser qu'il y a 1 million de personnes, c'est un gros chiffre, mais ce qui est important, c'est la régularité qu'on a dans l'audience qu'on a, dépendant des vidéos qu'on sort. Aujourd'hui, 2 vidéos par semaine qui sont publiées sur la chaîne. Si on a 1 million de personnes abonnées, mais qu'on touche que 10 000 personnes par vidéo, l'audience a plus ou moins d'importance. Donc ce qui me rend plus fier plutôt aujourd'hui, c'est de toucher plus de 100 000 personnes en 24 heures à chaque fois qu'une vidéo est publiée. Aujourd'hui, pour les jeunes qui vous écoutent et qui rêvent de faire la même chose que vous, quels conseils vous leur donnez ? Beaucoup de force, beaucoup de courage, d'audace. C'est un travail sans relâche parce que être entrepreneur, il n'y a personne au-dessus de vous qui va vous dire quand est-ce que vous devez vous lever ou ce que vous devez faire aujourd'hui. Les 3 premières années, j'ai dormi entre 1h du matin et 5h du matin. Le reste du temps, je faisais que apprendre et travailler. Évidemment, pas besoin de spécifier que ça doit être plus qu'une passion pour éviter de compter son temps. Parce que si on aime un petit peu son projet mais pas à fond, on va vite commencer à compter ses heures en se disant c'est pas rentable. Et le fait de penser à l'argent avant la réussite, c'est le pire. La pire des choses à faire puisque ça ne peut pas évoluer en bien. On va tout de suite être intéressé par le gain et c'est absolument pas le but, surtout d'un métier comme ça qui peut être très éphémère dépendant de ce qu'on va réaliser. Sur Tech News and Test, retrouvez des sujets riches et variés. Zoom sur les derniers produits high-tech, essais de voitures hybrides, focus sur les projets les plus fous. Alors si vous aussi vous souhaitez entrer dans l'univers de Romain et suivre ses posts sur le net, rendez-vous sur YouTube et tapez le nom de sa chaîne, à savoir Tech News and Test. Retour à présent sur la success story d'un établissement bien connu situé sur le quai Antoine Ier. Le quai des artistes célèbre cette année ses 20 ans et Crisinda Tomel a rencontré pour vous ses 2 fondateurs. Regardez. Il fait aujourd'hui partie du paysage à Monaco. Depuis les années 2000, le restaurant Le Quai des Artistes fait le bonheur des gourmands. À la tête de l'établissement, Francis Poitvin et Pascal Rambaud, chef de Jean-Pierre Coff à la Ciboulette au Hall à Paris et au Café de la Jatte à Neuilly. Francis Poitvin a toujours baigné dans cette atmosphère bistrot parisien. Pascal Rambaud, quant à lui, était à l'origine de 2 établissements renommés au cœur de la capitale, le Pacific Palisade et le Totem au Trocadéro. Alors lorsqu'en 1999, les 2 hommes décident de créer ensemble à Monaco une brasserie à leur image, une brasserie de style Belle Époque, tout le monde y voit un hommage à Paris, mais aussi à leurs racines. En 20 ans, le Quai des Artistes a su se faire une place dans le panorama de Monaco, mais surtout dans le cœur des Monégasques qui ont définitivement été charmés par l'esprit de cette brasserie aux accents très titi parisiens. Et s'il est aujourd'hui une référence dans le monde culinaire, l'établissement célèbre cette année ses 20 ans
Et avec ses 300 couverts par jour, il continue de séduire par son professionnalisme, ses plats généreux et traditionnels, mais aussi grâce à son atmosphère intimiste et familiale. Je pense pour se retrouver dans un endroit où il y a une certaine déjà convivialité important, un accueil où il faut se sentir chez soi. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour se sentir chez soi. Et aussi avoir une présentation de cartes qui puisse satisfaire, comme pour Tintin, de 7 à 77 ans. Le plat phare, ça, on a des plats qui n'ont pas bougé depuis 20 ans. On a essayé de changer la carte, suivant les saisons aussi, mais il y a certains plats, c'est indéracinable. Les gens les veulent du début à la fin de l'année. Donc entre autres, par exemple, la souris d'agneau, le tartare de bœuf, le pot-au-feu quand c'est l'hiver. On fait aussi les poissons de la Méditerranée, puisqu'on travaille beaucoup avec les pêcheurs locaux, enfin le pêcheur local entre autres, et puis avec tous les artisans locaux. Vos meilleurs souvenirs en 20 ans? Les meilleurs souvenirs, je crois que c'est le démarrage, enfin meilleur, pas de meilleur, mais c'est vrai que c'est le démarrage, c'était un peu déjà dans Monaco qui nous a bien accueillis, mais dans le pays, un contexte nouveau, puisque venant de Paris, on arrive là à Monaco, on se doit de faire non seulement un bon ambassadeur, mais aussi en tant que bon professionnel. Donc c'était une découverte. Les 20 prochaines années, vous pouvez nous souhaiter que ça dure, que ça continue comme ça. Grâce, entre autres, à la régularité de notre cuisine, grâce aussi à notre personnel. Il faut quand même l'avouer qu'il y en a certains parmi nous qui sont là depuis une vingtaine d'années. Et puis, je pense que si on arrive à tenir le cap qu'on a tenu jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas encore 20 ans. Escargot de Bourgogne, tartare de saumon à l'aneth, filet mignon rôti, confit de canard, foie gras, choucroute. Le Quai des Artistes propose une cuisine savoureuse et généreuse. Hiver comme été, son banc de fruits de mer séduit les amateurs. Et une nouveauté depuis peu, le bar du quai attire en fin de journée les noctambules grâce à son ambiance feutrée, festive et intimiste. N'avez-vous jamais rêvé de voler, de flotter, de vous laisser emporter par le vent et de prendre un peu de hauteur? Eh bien, Dominique Poulain et Sylvain Péroumal ont tenté l'expérience en montant à bord d'une montgolfière. Tous deux ont embarqué à Mondovì, dans le Piémont, en Italie, avec les aéronautes de Monaco. Alors, comment se déroule un vol en montgolfière? Que voit-on de là-haut et quelles sont les différentes étapes de l'aventure? Élément de réponse dans ce Focus Info du jour. Le rendez-vous est donné à Mondovì, une commune italienne située à 80 km de Turin. Alain et Guy, les deux pilotes, préparent la montgolfière. Les passagers du jour assistent à cette préparation tout en scrutant les conditions de la météo. Ça va être un vol, on va jouer avec le sol, on va faire des ascenseurs, ce qu'on appelle. C'est bien les ascenseurs. Direction ensuite un champ pour la mise en place de la montgolfière. De petits ballons aluminium sont lâchés dans le ciel afin de connaître précisément le sens du vent et de prévoir la zone d'atterrissage. Pour préparer la nacelle, tout le monde est réquisitionné. Il faut d'abord déployer la toile. Les passagers aident. Ils auront même le droit d'y pénétrer à l'intérieur. L'aventure se poursuit avec le gonflage du ballon. L'air produit par un ventilateur s'engouffre dans la vaste toile. Un brûleur, sorte de gros chalumeau, propage l'air chaud dans le ballon. La préparation d'un ballon, c'est, si on prend son temps, c'est 1 heure. Voilà, parce qu'on veut faire découvrir aussi aux passagers le déroulement de la préparation. Et la préparation fait partie intégrante du vol. Les passagers enjambent la nacelle, montent à bord et quittent tout doucement le sol à une vitesse de 1 à 4 mètres par seconde. Quelques coups de brûleur et la montgolfière commence très lentement son envol, se laissant porter au gré du vent. La montgolfière atteint rapidement 400 mètres d'altitude et offre un magnifique panorama. Le brûleur, composé de 2 engins métalliques qui surplombent l'habitacle,
permet au ballon de prendre de l'altitude. C'est du propane qui est consommé. Sur un vol comme ceci, on n'est pas vraiment en configuration compétition, on va dire, mais on va consommer 50% de moins de carburant qu'une montgolfière normale. C'est-à-dire que pour un vol d'1 heure, on va consommer peut-être 22 kg de gaz. La montgolfière balade les passagers au-dessus de Mondovì, lieu idéal pour le vol en ballon. Le choix de Mondovì a été très très facile à faire parce que c'est une zone magnifique, c'est la capitale de la montgolfière en Italie. Ça se situe seulement à 2 heures de la principauté, à 2 heures de route. Et puis l'endroit est d'abord accueillant, il est propice à la pratique de la montgolfière. C'est une terre agricole, on va dire. Donc on a beaucoup d'espace pour pouvoir atterrir. Et puis l'accueil est extraordinaire. Mondovì, c'est vraiment les pilotes de ballon et des équipages, on est vraiment très très bien reçus. Il y a le climat aussi qui doit jouer beaucoup. Absolument. On a la particularité géographique de Mondovì fait que nous sommes entourés au sud, tout autour de Mondovì, il y a les Alpes. Donc on est dans un microclimat qui est vraiment propice. En basse couche, on a très très peu de vent et c'est très, très plaisant pour la pratique du ballon et pour faire partager notre passion aux personnes qui désirent découvrir ce qu'est la montgolfière. Dans les airs, pas de sensation forte. Pas de sensation de vertige, mais un grand silence, interrompu par les quelques poussées de brûleurs pour reprendre de l'altitude. Tout l'art de piloter une montgolfière, c'est de gérer la température à l'intérieur de l'enveloppe. On a besoin d'une amplitude de température différente pour pouvoir monter ou descendre. C'est-à-dire que l'air chaud étant plus léger que l'air froid, donc on réchauffe l'air qui est contenu dans l'enveloppe pour avoir une portance qui est créée. Et si on veut redescendre, on soupape, on refroidit ce ballon qui va naturellement alors redescendre. Tout l'art, c'est tout l'art et cette gestion qui n'est pas toujours évidente parce qu'il y a un temps d'inertie avec le ballon. C'est pas comme une voiture où dès qu'on appuie sur une pédale de frein, ça freine. Dès qu'on donne un coup de volant, ça tourne. Un ballon, on chauffe, on attend, rien ne se passe et puis tout d'un coup, hop, il réagit. Alain, le chef pilote, joue les hommes de l'air depuis toujours. Parachutiste, pilote d'avion et d'ULM, il découvre la montgolfière à la fin des années 80 et crée les aéronautes de Monaco 20 ans plus tard. On est à 300 mètres, j'ai 5 km/h de vent qui me ramène sur la ville. On va carrément peut-être aller sur la vieille ville. Nous sommes à bord de la montgolfière écologique Jeeper. C'est la montgolfière avec laquelle nous avons décollé. Nous avons eu le privilège de décoller de la place du Palais l'année dernière et de réaliser cette première mondiale de la traversée des Alpes par le sud. C'est une montgolfière écologique, c'est-à-dire que c'est une montgolfière qui consomme très peu de carburant, très peu d'énergie, parce qu'elle est isolée. C'est un prototype. On travaille aujourd'hui à améliorer cette technique et à essayer de faire passer le message qu'on peut pratiquer notre activité en économisant entre 50 et 70% d'énergie. La balade dure un peu plus d'1 heure et bientôt le retour sur Terre. L'atterrissage est toujours un moment délicat. C'est pour ça qu'on choisit des endroits comme Mondovì où justement on a pléthore de terrain pour se poser. C'est pas vraiment un problème. Lorsqu'un terrain ne convient pas, on remet les gaz et on repart et on va chercher un terrain plus propice. Le truc, c'est qu'on ne sait jamais où on va atterrir, quoi. Heureusement, parce que le charme de la montgolfière, le jour où on sait exactement où on va atterrir, j'arrête la montgolfière, soyons clairs. C'est une des dernières aventures humaines. Et ça vous apprend aussi l'humilité de faire avec ce que la nature vous donne. Et c'est ça qui est intéressant. Guy les attend au sol après avoir ciblé une zone d'atterrissage. L'équipage choisit un champ plus propice à la manœuvre. La nacelle touche le sol tout en douceur. Les passagers peuvent alors descendre et échanger sur leur expérience. On sent rien, on est en suspens, on vole en même temps. Non, c'est génial. Je sais pas, c'est vrai, on ne fait pas la relation avec le sol. Vous attendiez à ça, très sincèrement? Non. Je m'attendais à quelque chose de plus que le ballon se dirige plus facilement, des choses comme ça. Alors que vraiment, là, on est vraiment au gré du vent, quoi. Et s'il n'y en a pas, on ne bouge pas. Et s'il y en a, on avance. Magnifique. Le silence, la sérénité, on monte, il y a la puissance malgré tout, parce que lorsqu'on commence à mettre un petit peu de gaz et de flamme, ça monte très très vite, ça descend très très vite, une amplitude incroyable, quelquefois impressionnante et inquiétante, mais c'est serein, c'est génial, vraiment, j'ai adoré.
Place ensuite au pliage et au rangement du matériel. Voilà, vous m'aidez avec les... en ramenant la voile. Mission accomplie, un quart d'heure plus tard. Une petite coupe est servie pour fêter ce baptême en montgolfière. C'est une tradition aussi chez les aéronautes. Après chaque vol, on trinque. Voilà pour ce vol en montgolfière. Restons dans les airs pour découvrir ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Mercredi, journée plutôt agréable avec quelques apparitions du soleil. Les températures oscilleront de 4 à 12 degrés. Jeudi, le ciel bleu sera de retour et un thermomètre pratiquement identique à la veille. Vendredi, le temps sera couvert sur une grande partie de la journée. Samedi, du soleil en perspective avec une maximale de seulement 11 degrés. Et enfin dimanche, le temps reste agréable. Le thermomètre ira de 4 à 10 degrés. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez les sorties cinéma de la semaine sélectionnées par José Sacré. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.